Bonjour à tous, bienvenue dans la tête d'un puissant, très heureux en tout cas d'être, de partager ce beau moment dans un super cadre. Et je crois que au fond, ce qui fait la différence, c'est pas uniquement la qualité des invités, c'est aussi être bien dans un bon moment et de partager un très bon moment. Et avec nous Pierre Perrin, bonjour. Bonjour Rudy. Bonjour entrepreneur, deuxième ou troisième vidéo, on verra en fonction de l'ordre de diffusion. Mais peu importe, mais en tout cas, je suis très 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 content de te recevoir, très content Moi aussi, je suis très content d'être là. de rendre compte de l'avancée de différentes choses. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de plein de sujets, hein, vous pourrez revoir les vidéos en ligne. Tu as à la fois un sujet finance, tu as un Mhm, sujet laverie, tu as un sujet PNL, tu as mhm. un sujet passion test, tu as un sujet vente de vidéos, apport d'affaires. Ok. Et une expérience personnelle riche dont tu parleras tout à l'heure parce que tu as fait énormément de choses et tu as appris énormément de choses et ta vie est succulente et truculente. Alors, déjà, on s'est rencontrés dans un certain contexte, à la chambre de commerce, etc. Maintenant, tu commences à voir un petit peu, à toucher un petit peu à ce que c'est que les ETF. Alors, les ETF, ce sont un groupement de paniers d'actions que pour trouver dans pas mal de plateformes. Aujourd'hui, c'est très simple. Euh, Qu'est-ce que tu as appris en 3 mois? Bah, beaucoup de choses. La première chose que j'ai appris, c'est peut-être à clarifier mes objectifs. Pourquoi? Parce que j'avais mon premier objectif, c'est avant tout d'être à l'aise financièrement. Et donc, je tendance à me disperser parce que je ne savais pas trop dans quelle direction aller. Où était ma priorité finalement. Même si ma priorité avant tout, c'est l'indépendance financière, mais je cherchais le moyen le plus sûr d'y parvenir. Donc j'étais un petit peu comme quelqu'un qui est un peu en panique, qui dira, je vais peut-être aller là. Ah ben non, si ça va pas là, je vais aller là ailleurs. Oh ben non, je vais peut-être plutôt aller par là. En fait, j'ai cherché un petit peu à tâter toutes les portes jusqu'à ce que je trouve la bonne. Et c'est grâce à toi que j'ai finalement trouvé la bonne. Parce que tu m'as expliqué, tu m'as dit, voilà, moi ce que je vois, c'est que là où tu es le plus à l'aise, c'est en vidéo. Donc, montre tes vidéos, amène des gens à faire des vidéos avec nous et tu auras la commission. Et donc, ça te permettra de commencer à gagner de l'argent. Effectivement, je crois que c'est là où je suis le meilleur. Oui, parce qu'on a pu attirer, tu as pu attirer un, voire deux prospects de cette Déjà, oui. manière-là. Euh, mais toi, à la base, tu étais un vendeur de PNL, de développement personnel. Oui, je suis toujours, mais Euh, je dirais, ça devient moins prioritaire à partir du moment où j'ai d'autres sources de revenus. ok. Combien t'espères gagner avec ça? Je sais pas. T'as une idée? Non, non, mais c'est pas mon problème. Le problème, c'est déjà De d'être. gagner un revenu. Voilà. Donc, alors, c'est vrai que la méthode en fait, qu'on a dite ce matin, ce qu'on a échangé, Mhm. c'était vraiment de partir d'un produit, d'une solution, d'un canal de distribution et vendre finalement une expérience vécue avec moi Exactement. et avec nous. Donc en vérité, dans ces cas-là, c'est c'est ce que je dis, Mhm. c'est en gros de dire, je vous montre, je suis par exemple retraité, je suis Pierre Perrin retraité, je suis intéressé par l'entrepreneuriat. Ce que je vous recommande, madame ou monsieur, machin, bah, c'est de parler un peu de vous, de faire des vidéos. Moi, en tout cas, je connais un monsieur qui m'a énormément aidé avec son équipe. Ils m'ont fait gagner près de 10 000 euros. Ils m'ont débloqué les dossiers, m'ont redonné confiance en moi. J'ai adoré l'expérience. Et en plus, ils font des vidéos podcast et tout. Et je suis invité régulièrement pour pouvoir en quelque sorte, euh, m- partager un peu cette expérience-là. Et moi, si vous voulez, je peux vous mettre en relation parce que franchement, il fait un super travail. Et moi, il m'a énormément aidé. Il m'a débloqué 10 000 euros. Est-ce que c'est ça, en fait, la clé pour bien vendre? Et en fait, d'avoir le téléphone portable et la vidéo dessus pour que les gens regardent 30 secondes. Est-ce que Je c'est crois. comment vous avez fait pour avoir le prospect? Oui, mais c'est comme ça que j'ai fait en discutant avec les différentes personnes. J'étais à l'événement, c'était un déjeuner d'entrepreneurs qui était organisé à Clichy. Ils le font tous les 3 mois à peu près, organisé par Richard Parenti, qui travaille avec la mairie de Clichy. Et donc, c'était l'occasion de rencontrer des personnes que je connaissais et d'autres que je ne connaissais pas. Et comme Hmm. il y avait le président de Clichy Entreprendre, Édouard, qui a dit, bah, écoute, toi et puis l'autre personne, je vais vous mettre en avant pour vous parler un petit peu de vos projets.
Ce qui nous a fait, évidemment, un tremplin, parce que comme ça, il s'est présenté en tant que responsable de Clichy Entreprendre, mais il nous a demandé à Betty et à moi de le présenter nos projets. Et donc, du coup, les gens ont compris ce qu'on faisait et à quoi on pouvait les intéresser. Donc, j'ai parlé un petit peu, effectivement, de développement personnel, mais j'ai parlé aussi des investissements en Afrique, et j'ai parlé, évidemment, de vidéos. Et après, j'ai montré mes vidéos à certaines personnes. C'est comme ça que, par exemple, Francisco était intéressé. C'est incroyable. Ouais, ouais. Et donc là, vraiment, là, le plus important, maintenant, on a vu qu'il y avait une offre, un produit simple, visible, qui peut répondre à une solution et payable, Oui, consommable. tout à C'est fait, ce ouais. qui est quand même. Donc, l'objectif, c'était ça. Et donc, on a fait cette vidéo. Mhm. Et on a fait cet appel ce matin. Et comment tu l'as ressenti quand on a fait l'appel à 3 avec Francisco? J'ai bien compris qu'il était très enthousiaste, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il va falloir relancer les autres voilà, pour que ça continue. Bon, certains sont plus faciles à joindre que d'autres, parce qu'il y en a qui sont plus occupés que d'autres. Ça, voilà, ça dépend. Si c'est le bon moment ou c'est pas le bon moment. Voilà, il faut l'accepter. Mais à partir du moment où ils sont déjà intéressés, c'est déjà une bonne chose. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde intéressé, parce que ce qu'on fait là, c'est quand même très important. Et je pense que pour beaucoup de gens, ça peut être un tremplin pour qu'ils puissent parler de leurs offres et qu'ils se mettent en valeur et qu'ils aient de nouveaux prospects, de nouveaux clients. Donc, moi, je les encourage à venir. Donc, tu es franchement content. Tout à fait. Après, il y a eu un autre sujet qu'on a abordé ce matin. C'était la capacité qu'on devait avoir à créer un cadre et un environnement qui permettent de se stimuler. On a été donc dans ce cowork. Ouais. Ton ressenti, c'était lequel? C'est sympathique, c'est ouvert, déjà c'est pas mal. Après, on va voir avec le temps, parce que là on vient juste d'arriver, donc il faudra voir à peu près quel genre de personnes on peut rencontrer, et quel genre de contact on peut avoir, comment on peut travailler ensemble éventuellement. Voilà, ça va se faire au fur et à mesure. En tout cas, l'ambiance est très sympathique, c'est déjà ça. T'as pas encore goûté la cantine? T'as pas encore goûté la cantine à 2 euros? Écoute, si elle est bonne, hein. Oui, ça aussi, ça peut être important. Oui. Tu t'y vois un peu? Venir souvent comme ça? Écoute, franchement, ça a l'air assez sympathique. En plus de ça, c'est dans des prix tout à fait raisonnables, donc ça me permet ça dépend bien les choses, parce que je connais bien les entrepreneurs qui sont quelque part et qui sont obligés d'aller manger au restaurant du coin, et ça fait des frais supplémentaires. Là, c'est pas cher, donc ça vaut le coup, quoi. Puis en plus, il y a tout ce qu'il faut, il y a même une aire de jeu, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, vraiment, tout est fait pour que les gens se sentent bien. Donc, Ça a été bien pensé. ouais. Tu te sens heureux? Je me sens mieux. Tu te sens mieux? J'espère que je vais me sentir de mieux en mieux. Il faut savoir que mon mois préféré, c'est le mois de mars. Pourquoi? C'est le moment, je sais pas, c'est le mois de renaissance. C'est aussi le mois de ma naissance, à la fin du mois. Voilà, je sais pas, j'ai peut-être comme les agneaux, je commence à me dégourdir les pattes quand il fait beau, j'en sais rien. En tout cas, je me sens chaque fois revivre avec le printemps. Parce que janvier-février, c'est pas ton mois. En plus, t'es malade, tu tousses. Voilà, ouais. Et c'est vrai que mars, je sais pas pourquoi, j'adore c'est la naissance des fleurs, c'est la naissance de beaucoup de choses. Je sais pas, moi, ça a toujours été le printemps a toujours été ma saison préférée. Je suis né un peu après le printemps, donc c'est vrai que je sais pas pourquoi. J'ai toujours adoré les couleurs du printemps. Quand j'étais enfant en Lorraine, ce qui me frappait, c'était les différents tons de vert. J'en ai compté jusqu'à 30 tons différents. C'est extraordinaire. Et puis évidemment, comme c'est le printemps, il y a des petites fleurs qui naissent un peu partout, aussi bien à ras du sol que dans les arbres. Donc c'est magnifique, quoi. Je me rappelais, c'était le moment où, avec ma grand-mère, on allait chercher des pissenlits, ramasser les coucous, les pâquerettes. Non, mais j'adore cette saison. Voilà. C'est ma saison, le printemps. Voilà. Quand on dit qu'on a atteint... En plus, je vais avoir 70 printemps, donc voilà, ce sera l'occasion de célébrer ça. Voilà. Le printemps. La saison préférée. Donc ça doit te faire 70 printemps. Printemps. Au mois de mars. Le 28 mars. Fin mars. 28 mars. Ouais. Énorme. Écoute, l'important, c'est surtout d'être à peu près bien, parce que là, je traverse une période un peu compliquée sur le plan de la santé, mais ça est en train de s'arranger. Donc voilà, je pense que avec le temps, avec la lumière, j'ai besoin de lumière aussi, c'est vrai. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. J'aime pas me lever quand il fait noir. Ça aussi, j'ai jamais aimé ça.
Quelqu'un qui aime bien profiter de la lumière maximum. Et j'attends qu'impatience qu'il fasse un peu meilleur pour pouvoir aller marcher dans le parc ou aller marcher sur la route, parce que j'adore marcher. 10 km, ça me fait pas peur, même plus. Oui, parce que parfois même, je t'ai vu faire des distances assez importantes quand même. Et puis, aller à la piscine, parce que j'aime pas aller à la piscine en hiver. On a plein de choses sur le dos, il faut tout enlever, après il faut tout remettre. Parce que là, quand on a un billet léger, c'est quand même plus facile. Voilà. J'ai besoin de revivre tout ça. De revivre. Oui, j'ai besoin de revivre, voilà. Et alors là, du coup, ce qu'on va faire pour lundi, parce que bon, t'as bien compris qu'il y avait quand même pas mal de monde dans mon écosystème. Hein. Il y a le monteur, il y a Mehdi Bouskeno, il y a plein de monde. Mais là, ce qu'il faut faire pour lundi, c'est vraiment traiter toutes les urgences. Tous les gens qui te doivent de l'argent, il faut s'occuper d'eux. Bien planifier les budgets sur tout ce dont tu as besoin. Définir des objectifs au mois et des tâches prioritaires. Ouais. Après, le reste, c'est l'exécution de ces tâches. Qu'est-ce que tu penses de cette manière de faire? Ah oui, sûr. Voilà. Et je suis sûr que pour le 28 mars, c'est ton premier client. Ah ben j'espère bien. On signe? Ah oui, bien sûr. Je sais pas le montant. Hein. Non, 1 mais euro ça ou 1 million, je s'intéresse. sais pas. Écoute, mieux ça sera. Voilà, c'est important que Énorme. vraiment on débloque à tous les niveaux. Pas qu'on débloque, dans le bon sens. Bon, on a déjà commencé à pas débloquer, mais... Pas débloquer de la tête, non. Non, ça va. débloquer. Après, il y a la partie ETF, Mhm. où là, pour toi, c'est vrai que tu as besoin aussi d'être initié Bah oui, à la oui, culture oui, financière, bien sûr, bah oui. de comprendre comment ça fonctionne un ETF, comment on analyse un cours d'action, est-ce que l'action est baissière, comment un exit, quand, par exemple, quand vous faites une sortie d'argent, il y a quand même une flat tax, donc il y a quand même tous ces sujets-là. Mhm. Donc là-dessus, tu as vraiment besoin d'une compréhension à minima. Est-ce que jusqu'à présent, bon, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il y a des chiffres, des courbes, mais c'est vrai que si on ne te montre pas, Ben voilà. tu ne peux pas Ah oui, comprendre. j'ai pas une formation de financier, donc. Voilà. Et là-dessus, quand tu as vu mon tableau avec tous les trucs en vert sur le Bah, j'ai machin, pas vu grand chose parce que j'ai pas mes lunettes, donc ça mes lunettes. J'ai pas... mais si, il y avait tes lunettes. Quand Non, on était à la non, salle de sport que je t'avais montré. même j'ai à peine vu. J'ai à peine vu. Ah ouais? Ouais, parce Bah que. pourtant, tu avais le portable, enfin bref. Ouais, c'est pas grave. Mais- J'ai vu qu'il y avait du vert. Oui, il y avait tout ce que il y j'ai avait les vu. chiffres en vert, quoi. Voilà, voilà. Je savais pas s'il y avait écrit 10 millions ou 10 000, Voilà, mais tu as vu non, les mais chiffres en vert. Voilà, j'ai vu les chiffres Tu en voulais vert. voir le vert et pas le rouge, quoi. Voilà. Et je sais que tu avais été un peu impressionné quand même par ça. Mhm. Tu t'es dit, waouh, c'est incroyable. Bah oui, parce que c'est ça qui m'intéresse. Et c'est incroyable et tout. Mais en fait, ce qui est très important, c'est de... Quand les cycles sont baissiers, il ne faut pas paniquer. Voilà, heureusement qu'on n'a pas mis, par exemple, dans le Bitcoin. Parce que là, le Bitcoin est repassé à 60 000 Mhm. $. Il était quasiment à 120 000. Mhm. Et là, il connaît une chute, une plongée incroyable. On a Dassault Systèmes qui a perdu 20% de son action en une journée, Mhm. après la publication de bilan. L'année dernière, j'avais investi dedans. Mhm. Puis j'ai retiré parce que je me suis dit que l'entreprise n'était pas, selon moi, il n'y avait pas eu un emballement de commandes malgré les guerres, malgré les... On disait oui, il y avait tout un discours politique, il faut réarmer l'Europe, faut... et puis finalement, on est encore quand même sous la domination américaine. Mhm. Et donc j'ai dit que finalement, ça ne valait pas le coup parce qu'entre les discours politiques européens et la réalité de leurs investissements dans la défense, il y avait un problème. D'ailleurs, le président de la République a donné une très belle interview en disant il va falloir qu'en tant qu'Européens, on apprenne à planifier nos investissements. Bah oui. L'affaire à la chinoise, quoi. Mhm. Et c'est souvent le problème que les entrepreneurs ont, c'est-à-dire qu'on ne sait pas planifier. Mhm. Pourquoi on n'est pas bon dans l'exécution? Parce qu'on questionne mal avant. Ouais, c'est sûr. Et l'intelligence artificielle, hier j'ai fait un test avec un ami, au même endroit où on est, et il a demandé à Gemini
de lui faire un plan. Mhm. Il était devant moi, il était complètement tout fou. Ouais, il a bien calculé et tout. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, ok, alors maintenant, tu vas lui demander de défoncer littéralement ce que tu penses. Et là, il lui a donné un tas de raisons pourquoi ça ne marcherait pas. En fait, ce que moi j'ai appris avec d'autres personnes, c'est que investir S'investir. dans quelque chose qui est dans le spéculatif, c'est un peu un casino. Donc, et moi, personnellement, j'avoue que c'est pas ma tasse de thé. Par contre, investir pour créer quelque chose, ça a de la valeur. Moi, je suis plus pour ça. C'est pour ça, donc, ce qu'on a fait avec les laveries, par exemple, ça, c'est plus intéressant. C'est ce qu'on fait, ouais. Voilà, parce que ça, c'est vraiment, on crée quelque chose de concret, de durable, de pérenne, et on rend service, et on crée des emplois. Donc ça, oui, pour moi, c'est plus parlant. Et je préfère m'enrichir avec ça que de m'enrichir en mettant sur du bitcoin ou en mettant sur une valeur qui monte puis qui va redescendre après. C'est pas, pour moi, pour l'investissement, ne doit pas être un jeu. Ça doit être davantage dans le but de mettre de l'argent qui va créer de la valeur. Voilà. Et il n'empêche que c'est quand même une prise de risque. Hein. Pareil tout. Il n'empêche. Oui, mais c'est pas pareil. Philosophiquement parlant, c'est pas pareil, mais c'est quand même une prise de risque qui est importante. Et ce que je me rends compte en vérité, en écoutant beaucoup les acteurs et puis en les observant, en faisant aussi, hein, parce que par exemple, quand tu veux faire une opération marketing qu'il faut appeler au Sénégal, souvent l'entrepreneur, en fait, la bêtise qu'il fait, il pose la question en fonction de lui, pas en fonction de l'autre. Ah bah ça... Je fais ça parce que ça va me coûter moins cher, c'est bien pour moi. Mais qu'est-ce qui fait que l'autre doit impérativement participer à ton opération et il doit comprendre qu'il doit jouer pour gagner. C'est le questionnement. En vérité, on est tous bons pour exécuter. Regardez, là, on fait un podcast, par exemple, pour faire du lead, pour raconter une histoire, vous embarquer, venir et faire de l'investissement tous ensemble. Donc, on est déjà dans l'action. Vous faites quelque chose, vous allez le publier, vous allez le montrer. Donc, on n'a pas un problème pour agir. On a un problème pour questionner correctement et structurer notre action. Oui. Parce qu'à la base, la pensée, la boîte, c'est ce que je dis tout le temps, quand vous faites une boîte, il faut bien la penser. Ça veut dire quoi, bien penser sa boîte? C'est-à-dire que dans votre questionnement, quand vous avez un problème, vous devez penser que le problème, vous l'aurez 100 fois. Il faut processer tout ce que vous faites en interne et en externe. Écrire ce que vous faites. Parce que, à l'échelle d'une maison, d'une laverie, ce que vous voulez, vous saurez résoudre le problème pour un. Imaginez si le problème, vous l'avez 100 fois dans la journée. Vous allez perdre 100 fois de l'argent parce que vous ne saurez pas dire, vous ne saurez pas expliquer à votre futur collaborateur ce qu'il doit dire en cas de problème face à ce client qui a le même problème que vous avez rencontré. Donc, je ne me sens pas accompagné, je me sens abandonné, je défonce la boîte dans les avis, j'en parle pas, je leur dis détourner du regard de cette escroquerie et tu perds de l'argent. Tu en perds beaucoup. À l'inverse, un client bien accompagné, il recommande auprès des autres, donc il fait des recommandations, mais il recommande aussi, c'est-à-dire qu'il rachète lui-même. Donc, ça vaut énormément d'argent. Processer correctement, l'argent, c'est l'oxygène d'une boîte. Mais pardon, mais moi, je m'en fous de vos ventes. Moi, ce sont vos revenus qui m'intéressent. Et c'est ce que vous gardez à l'intérieur de votre boîte. C'est exactement ce que dit Étienne Van de Kerkhove. Ce qui est important, c'est le cash. Oui. Parce qu'il y a des gens qui font super chiffre d'affaires, mais ils ont dépensent tellement à côté qu'il n'y a pas de cash. Donc, ce n'est pas des boîtes intéressantes. La boîte intéressante, c'est celle qui fait du cash. C'est le revenu. Cash is king. Voilà. Cash is king. Et chiffre d'affaires is vanity. J'ai fait tant de ventes, j'ai fait tant de chiffre d'affaires. Mais combien tu as gardé dans les comptes de l'entreprise après avoir tout dépensé? Ah, pardon. Quels sont tes revenus? Tes revenus, ton bénéfice. Ne me raconte pas le nombre de ventes que tu as fait, ne me raconte pas ton chiffre d'affaires. C'est bien pour ton ego. Bravo, félicitations. Mais à la fin, le bilan, quand on regarde la valeur que la boîte a là, est-ce qu'elle est capable d'emprunter sur un marché? Et est-ce que tu as la trésorerie pour tourner 6 mois en cas de non-vente, par exemple? Est-ce que tu es capable d'avoir des revenus qui rentrent sans faire une vente?
Ah, par le prélèvement automatique. Ça m'intéresse. C'est vrai. Sinon, tu ne crées pas une entreprise. Exactement. Tu crées ton auto-emploi. Tu peux pas monter. Pendant que tu dors, des gens s'activent à l'autre bout du monde C'est vrai. sous ta marque. Mhm. Avec un management local. Tu te réveilles le matin, tu es abreuvé de messages WhatsApp parce que les mecs, ils te racontent que leur laverie a été vandalisée. Comment tu fais pour traiter les problèmes en local et donner les ressorts aux gens parce que tu as processé à l'intérieur. Donc, processer, c'est montrer, c'est démontrer. Ouais. Là, c'est ce qu'on est en train de faire. Je préfère faire une conversation avec toi qui peut t'écouter par 300 personnes que de la faire tout seul au téléphone pendant 1 heure. Tout à fait. Ah oui. C'est la valeur que l'on apporte, bien sûr. Le temps. Cette conversation peut être écoutée par des centaines de gens, des milliers de gens. Ouais. Et pas forcément en temps réel, ça peut être bien plus tard. Donc, au fur et à mesure que ça sera. C'est ça la scalabilité. Ouais. Bravo pour avoir compris ça. Bravo pour avoir compris ça. Ne fais pas la plus belle vidéo. Mais ce que tu as dit de pertinent et le dialogue, Ouais. refais-le devant l'autre. Et c'est pour ça que Pierre, à partir de maintenant, quand on aura des choses à dire, on va se filmer pour les dire. Bah, très bien. Passer 1 heure avec Bernard Arnault, c'est compliqué. Si tu veux que Bernard Arnault te donne son conseil, le PDG de patron de LVMH ou Aliko Dangote, Abdoul Samad Rabiou, on peut citer plein de noms en fonction des différents pays, faites ça. Si je parle devant 1 million de gens et je donne mon conseil, là, peut-être des futurs clients, des futurs collaborateurs, des partenaires, des banquiers qui vont écouter ce que je dis. Alors si je vous appelle machin, la scalabilité de votre temps. Et ça, c'est essentiel. Ça fait partie du process interne de l'entreprise et de votre temps. Ouais. Vous devez avoir une vie de famille. Qui a dit qu'on n'avait pas de vie de famille Vous devez être bon dans ce que vous faites. Vous ne pouvez pas passer votre temps 1 heure avec un collaborateur ou autre. Donc parfois, alors il y a des trucs qui doivent rester en interne. Vous ne pouvez pas raconter toutes les emmerdes avec le huissier ou je sais pas quoi face caméra. C'est compliqué quand même. Bah, c'est sûr. Mais il y a des trucs parfois, même vous filmez, vous prenez votre téléphone, vous filmez, vous allez parler à 500 personnes. En plus, il y a un biais, c'est que quand vous parlez à l'autre, il ne juge pas pertinent votre conseil. Il ne juge pas pertinent votre conseil. Mais peut-être que en le diffusant sur les réseaux, même là, regardez, j'ai un peu toussé. Parce qu'il y a de la poussière un peu. Eh bien, il y a peut-être... Toi, tu ne l'as pas trouvé pertinent. Donc, les 1 heure au téléphone, peut-être c'était une perte de temps. Mais peut-être que l'un des personnes qui a vu écouter la vidéo que tu as trouvé pertinente te recontacte par rapport à exactement la même chose que tu as dit et il veut faire du business avec toi. Il veut travailler pour toi. Il veut être ton fournisseur. Il veut être ton banquier. Il veut être ta femme. Elle veut être ta femme. Ouais, bah oui, tout est possible. Il veut te donner une interview. Ouais. Il veut t'inviter à un événement. Je sais pas ce qu'il veut. C'est pas parce que toi tu juges pertinent que ça ne l'est pas pour lui. C'est pourquoi je rigole à part une femme, parce que je me souviens d'une cousine qui s'était mariée, puis sous l'émotion, elle a dit à son mari, veux-tu être ma femme? Mais oui. Elle était tellement émue. Elle avait mal dormi. Et du coup, Tu vois, j'ai plein de tocs, je me touchais la on s'est tête. tous mis à rigoler. Mais après, bon, bah, évidemment, elle s'est reprise, mais sous l'effet de l'émotion. Mais c'est vrai que c'est là aussi. On peut être dans l'émotion et des fois, on peut faire des bourbes et on se dit, merde, j'ai merdé. Mais ça se trouve, les gens qui vont regarder, ils vont pas le recevoir comme ça. Ils vont dire, tiens, Pas du tout. bon, bah d'accord, elle s'est mélangé les pinceaux ou elle s'est mélangé les pinceaux, mais c'est pas grave. C'était tellement sincère, c'est tellement, à la limite, c'est même émouvant. Et on se rend pas compte que la façon dont les autres ressentent les choses. C'est pour ça que quand tu dis,
on parle pour soi et pas pour l'autre, c'est là qu'effectivement on fait l'erreur. Parce qu'on croit, on a son point de vue à soi, mais on ne se rend pas compte que l'autre, il n'a pas le même point de vue. Si on n'en tient pas compte, eh bien, Et puis, on passe à absolument. côté. Et puis ce temps n'est pas scalable. Non. Cette énergie n'est pas scalable. Elle ne l'est pas. Ça, faut processer votre boîte et votre vie. Il faut le processer à un moment donné. Parce que si vous voulez donner du temps pour les vôtres, pour votre santé, votre sport, votre famille, vous devez comprendre que le temps et l'énergie, plus que l'argent même, Ouais. le temps et l'énergie que vous mettez sur certaines choses, vous devez faire en sorte que ce soit scalable. Par exemple, si vous passez 1 heure avec votre associé, vous devez résoudre un vrai problème. Ouais. Un problème financier ou structurel majeur, Ouais. avec une application immédiate. Si vous passez 1 heure pour parler d'un problème à 200 000 euros, est-ce qu'on met l'argent, on n'y met pas, c'est un temps majeur. Si vous passez 1 heure pour expliquer est-ce qu'on va aller investir 700 euros dans un événement, ah pardon, mais vous avez un rapport au temps qui n'est pas bon. D'accord ? Donc c'est ça le problème. Une boîte, elle n'a pas de problème d'argent. Enfin, l'entrepreneur aura toujours des problèmes d'argent. Hein. Vous cherchez Oui, bah oui. 1000, 10 000, 1 million, 4 milliards. Même Elon Musk a des problèmes d'argent. Ouais. Tout le monde a des problèmes d'argent. Tout le monde. On va toujours chercher de l'argent toute notre vie. Vos capacités à parler et à dire à 4 millions de gens ce que vous diriez, c'est ça la richesse. Regarde, je vais faire un test. Ouais. Je vais demander la question IA. Je vais demander à Claude. Et vous allez comprendre. Je ne sais pas si Claude va... Allez, ChatGPT, allez. Ouais, allez. ChatGPT, Oui. ChatGPT, oui, tu m'entends, j'espère que tu vas bien. Et je veux t'entendre sur un sujet bien particulier. Je viens de dire que la scalabilité du temps était très importante et que, au lieu de passer 1 heure au téléphone pour ne pas résoudre de vrais problèmes sur des sujets majeurs, il valait mieux que cette conversation soit faite sous forme de podcast et filmée, si tant est qu'il n'y ait pas de sujet confidentiel ou autre, et que ça permettait de gagner du temps et de créer une valeur de richesse. Quelle est l'interprétation que tu en fais de ça? Et après, je te demanderai de me défoncer ma propre opinion. Et je pense que tu vas pouvoir le dire à l'oral. Alors, est-ce qu'on va pouvoir t'entendre? J'espère qu'on va pouvoir t'entendre parce que ce que tu dis, c'est très intéressant. Et je vais mettre d'ailleurs le mode Study and Learn que je vous encourage à utiliser, qui veut dire étudier et apprendre en français. Donc voilà. Moi, j'attends que ChatGPT me dise. Alors vas-y, je t'écoute par rapport à ce que je viens de dire. D'accord. Je vais être très direct. Ta logique, bien qu'efficace en surface, repose sur une vision trop simpliste de la valeur. Tout d'abord, un podcast ne garantit pas automatiquement un retour sur investissement. Il faut une audience, un positionnement précis et surtout une stratégie de monétisation. Ensuite, tu dilues potentiellement ta valeur unique. Une conversation privée, si elle est stratégique, peut créer un capital relationnel non quantifiable, mais essentiel. Enfin, ton risque est de passer d'un échange maîtrisé à une distribution potentiellement superficielle, ce qui pourrait affaiblir ton avantage compétitif. En résumé, ta proposition est intéressante, mais elle doit être calibrée selon un objectif très précis et une stratégie de diffusion rigoureuse. Ça, absolument. Alors, ChatGPT, là, je ne parlais pas de l'intérêt de faire un podcast, mais c'est vrai que si tu as une conversation privée avec ton fondateur, etc., ça doit être sur des sujets extrêmement structurants et pas sur des échelles de valeur pour 100, 200 ou 300 euros. Par contre, si tu es avec des clients et que tu donnes des conseils un peu génériques, c'est bien parfois de les partager pour multiplier l'audience, à la condition, bien sûr, que tu es bon dans le ciblage. Même si ça ne doit pas te faire détourner du regard de ton principal objectif, qui est la vente, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ton analyse est beaucoup plus nuancée et je suis d'accord sur ce point. La clé réside dans la hiérarchisation des sujets. Les échanges privés avec des fondateurs ou sur des enjeux stratégiques ne doivent pas être
Et ce qui permet du coup, par voie de conséquence, de créer un personal branding très fort et même d'attirer des prospects de cette manière parce que la confiance repose sur la pertinence de la personne qui entretient le sujet. Alors si en plus elle a un bon produit et un bon service, c'est le must comme on dit. Exactement. Le personal branding, s'il est calibré sur des contenus pertinents et spécifiques, renforce la crédibilité. En effet, quand les prospects perçoivent une expertise solide sur des sujets structurants, cela renforce la confiance. Si ton produit ou service est déjà de qualité, cette combinaison agit comme un effet de levier. L'enjeu reste de rester rigoureux sur le ciblage et de ne pas disperser ton effort sur des sujets qui ne servent pas ton positionnement stratégique. Voilà. Donc, tu vois, c'est-à-dire que sur des sujets structurants, c'est pas ChatGPT qui fera l'interview, attention, mais sur des sujets structurants, vaut mieux avoir une conversation privée parce que c'est important, Oui, bah oui. c'est déterminant. Par contre, sur des conseils comme celui-là, au lieu de le faire par téléphone, tu prends même ton téléphone, tu te filmes avec la personne et tu peux être vu par 500, 600, 700 personnes qui vont commencer à s'intéresser à toi, ils vont dire qu'est-ce que tu fais, j'adore ton business de laverie, j'adore tes trucs. Bah, j'ai envie que tu me coaches dedans et que tu me permettes d'investir. Bien sûr. Voilà. Ouais, ouais. Et ça, je crois que c'est essentiel. Un bon produit, un bon service, une marge, un bon canal de distribution et optimiser la valeur temps et énergie parce que c'est ça qui crée beaucoup de valeur ajoutée et de l'argent. Alors en plus, c'est un bon produit, c'est tant mieux. Alors qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord avec ChatGPT? Oui, effectivement. Qu'est-ce que... La question bête, est-ce que tu es d'accord? Tu peux répondre que oui ou non. Oui, non, mais... C'est peut-être ça qu'on sait. C'est le questionnement finalement. Et dans ce qu'on fait. Et toi, quelle est ta vision par rapport à ça? Parce que tu as fait beaucoup d'expériences dans ta vie professionnelle. Tu as même eu des très drôles. Je t'ai dit d'ailleurs en venant, il ne fallait pas que tu racontes tout. Donc, est-ce qu'il y a des expériences où vraiment tu as énormément appris en dehors du boulot? Parce que tu as été cadre chez Saint-Gobain, hein, qui est Non, un je suis pas cadre. le pas cadre, mais apparenté ou pas très loin. Tu étais à haut niveau comme chez Saint-Gobain. Tu es ingénieur, on peut dire. Oui, j'aurais dû. Tu aurais dû, voilà. Ouais. Mais tu as été un très bon salarié chez Voilà. Saint-Gobain, Ouais. informaticien, je crois. Ouais, Bon, on peut dire ça comme ça. Bon. Et donc, tu t'es retrouvé dans une situation où tu as eu plein d'expériences autour, notamment, je crois, à la télévision. Ah oui, les petites expériences. oui, Et donc, sympathiques. qu'est-ce que ça t'a appris? Parce que ça, c'est vraiment... je voulais pas que tu me le racontes en venant. Je me suis dit, chut. Alors que maintenant, tu peux. Bah, c'est aussi ça qui est intéressant, parce que la télévision, ça t'oblige à affronter une caméra, un micro. Puis après, tu te vois après, tu te dis, oh là, j'étais bien ou j'étais nul ou... Parce que souvent, on est sévère par rapport à ce qu'on dégage. On ne se rend pas bien compte de la façon dont... C'est toujours pareil, c'est la façon dont on perçoit soi et la façon dont les autres nous perçoivent. Et j'ai eu des expériences assez amusantes, notamment, j'ai participé à un jeu qui s'appelait Tour les manèges, avec Kevin Leclerc, qui est décédé récemment d'ailleurs, qui je rends hommage. oui. Il y avait aussi Fabienne Egal et, comment elle s'appelle, Simone Garnier. Et donc, c'était une expérience assez intéressante, parce que... Alors déjà, on était très bien accueillis, ça faut le dire, parce que dans les animateurs, il y a toutes sortes de gens. Mais là, franchement, c'était des gens adorables. C'était vraiment très proche des candidats. Alors, ce qui était aussi un peu dur, c'est que la première fois quand on passe, où des filles et des garçons doivent se choisir, les filles sont déjà dans le public et on les appelle après sur scène. Mais nous, les garçons, on nous mettait dans une salle à part, un peu comme une salle d'interrogatoire. Puis on venait nous chercher, alors on traversait une sorte de couloir de la mort avant d'aller sur le Horrible. studio. Quand on traverse ce fameux couloir, on se dit, mais merde, on est stressé, quoi, parce qu'on sait qu'on va passer à la télé, quoi. Puis en fait, on nous installe et les filles, on les voit pas. Elles sont déjà de l'autre côté, on les séparé séparées par une cloison. On les entend parler, mais elles ne nous voient pas, on les voit pas. Puis après, les questions, c'est vrai que j'avais dit, je vais me lâcher, je vais essayer de faire des imitations, mais j'ai pas pu parce que j'avais tellement peur que j'ai dit, il faut que je sois concentré sur ce que Tu devais faire des imitations Ouais. Bah oui, j'avais dit. à la télé? Oui, j'avais dit, je vais faire comme si, parce que c'était le manège, j'ai dit, tiens, je vais faire ça comme si c'était un manège de chevaux, je vais faire ça de la Léon Zitrone. Je vais dire, mesdames et messieurs, bonsoir, nous sommes en direct du manège, le jeune poulet, je vous cherche dans ses talons, mais j'aperçois ce Fabien Égal, la casaque blanche, toute brune, qui va donner le départ. Il voilà. a la photographie. Bon, j'ai pas pu le dire. Il a dû te détester, Léon Zitrone, après.
Non, voilà, il connaissait. Mais attends, il a eu pas mal d'imitateurs. Non, si je lui avais dit ça, tout le monde se serait marré. Et j'en ai parlé d'ailleurs à celle qui m'a choisi, parce que finalement, j'ai quand même été choisi. Et elle m'a dit, si tu avais fait ça tout de suite, enfin, si tu avais fait ça, je t'aurais choisi tout de suite. Elle m'a dit. Comme quoi, finalement, pareil, on ne sait pas comment l'autre nous perçoit. Elle m'a choisi quand même, donc on a passé la soirée ensemble, on a eu 200 balles pour passer la soirée, à l'époque c'était 200 francs. On n'a pas pu assister à un spectacle parce que c'était vendredi soir, tout était surbooké. On a quand même passé la soirée dans un restaurant, discuté, etc. Et tu passé à la télé? Alors, on est passé à la télé pour ce premier truc, et après la soirée restaurant, on était convoqués une semaine après pour la deuxième phase. Les gagnants devaient jouer pour un voyage. Alors là, comme c'était des questions qui étaient standard, là, je me suis dit, je peux me lâcher. Là. Donc, c'était avec Simone Garnier, et là, j'ai imité Mitterrand, j'ai imité Bourvil. Imiter Mitterrand. Oh purée, la chaîne, elle a dû trembler, là. Et c'était à propos des chaussettes. Et parce que le truc, c'est que dans les questions de Simone Garnier, à un moment donné, il y avait des questions qui étaient sur un thème. Alors, le thème, c'est chaussettes. Oui, vous voulez que je vous parle de mes chaussettes? Je vais vous parler de mes chaussettes. Alors, ah oui, surtout, vous avez raison, les chaussettes présidentielles, c'est très important. J'ai commencé à déconner, mais tout le monde était mort de rire. Après, pareil, pour le deuxième truc, c'était Signal. Alors, j'ai fait bon, Signal, top, et puis alarme, et puis, oui, je déconnais complètement. C'est ça. Tout le monde. Puis Simone à la fin, mais qu'est-ce que c'était sympa, Parce que d'habitude, chez elle, les gens étaient plus sérieux. Alors que là, moi, je me suis lâché chez Simone plus que chez Fabienne. Mais bon, c'était comme ça. Et je sais que je me souviens qu'Evelyne disait, il a du talent, ce jeune homme. Je me souviens qu'elle m'avait dit ça. Et beaucoup m'ont dit, pourquoi tu n'as pas fait de spectacle? Et les gens qui m'ont dit, fais un spectacle. Ils m'ont jamais dit, écoute, fais un spectacle, on va trouver l'argent, on va te remplir ta salle. Tout ce que tu demandes, c'est de ton spectacle. Personne ne m'a dit ça. Et les gens sont toujours prêts à dire, fais un spectacle, mais personne ne te dit comment t'aider. Alors que moi, ce que j'ai besoin, c'est ça. T'as tout fait tout seul? Le spectacle, moi, j'ai essayé de faire, je l'ai fait comme ça en amateur, mais c'était pas. J'ai jamais fait de spectacle pro où j'ai rassemblé des gens dans la salle. J'ai participé à des soirées où les gens pouvaient chanter, raconter des conneries, etc. Donc je me suis inscrit et je l'ai fait à plusieurs reprises. Mais c'était devant un public qui était plus ou moins acquis. C'était des amis, c'était des gens sympathiques. Moi, me présenter en tant qu'artiste devant des gens que je ne connais pas, franchement, ça nécessite non seulement une énergie, mais ça nécessite surtout d'avoir aussi un support derrière. Et ça... C'est quoi le support? C'est que tu ne peux pas tout faire. L'exemple que je prends toujours, c'est celui du couple André. Parce que Maurice André, c'était certainement le plus grand trompettiste du monde à son époque, mais tout le reste, c'est sa femme qui s'en occupait. D'ailleurs, elle avait dit, Liliane, quand j'ai épousé Maurice, je savais que je devais m'occuper de tout. Je vais m'occuper de la maison, je vais m'occuper de son agent, je vais m'occuper des finances, etc. Lui, il devait faire que de la musique. Et c'est pour ça que ça a si bien marché. Et d'ailleurs, lui-même, quand il négociait avec son planning pour trouver avec des concerts, il disait au producteur, écoutez, voilà, on se met d'accord, telle date, je serai libre, etc. C'est possible. Maintenant, qu'il dit pour les détails pratiques, vous voyez, ma chair est tendre. Wow. Et l'autre lui a répondu, chair, oui, mais tendre, non. Donc, ça a fait beaucoup rire. Donc, mais c'est vrai que c'était un vrai tandem. C'est pour ça que moi, j'ai dit, je veux bien faire du spectacle, mais à condition que des personnes s'occupent du reste. Moi, mon truc, ça sera écrire les sketchs, le travailler, le faire sur scène, mais pour tout ce qui reste, moi je ne remplis plus par la salle, je ne fais pas la pub, je trouve pas l'argent, je suis désolé, c'est pas à moi à faire ça, c'est pas mon truc. T'as fait combien de shows? Oh, je fais des petits... J'ai pas offert de vrais shows, j'ai juste fait quelques petits trucs comme ça de temps en temps, c'est tout. Et c'est passé à la télévision, c'est passé... Non, c'était en confidentiel. C'était le truc le plus pro que j'ai fait, c'était avec Essence pour le séminaire Maîtrisez votre audience, où là je devais faire improviser une conférence, et pour pouvoir agrémenter ce que je disais, j'ai utilisé des personnages. Combien de personnes? Oh, je ne sais plus, j'en ai une dizaine que j'ai utilisé comme ça. Non, mais combien de personnes il y avait dans la salle? 350. Ah, ça, c'était tendu. Et c'était pas moi qui avait rempli la salle. Donc là, voilà, on était... on est venu chercher à l'hôtel, on nous a emmenés là-bas, à Braine-l'Alleud. Et personne n'a rigolé? Ah si. Au contraire, tout le monde a rigolé, même les gens sont levés et applaudis debout.
Mais j'étais Non. conscient que j'aurais pu être mieux. Meilleur. Pareil. Mais c'est toujours pareil. Bon, quand on adore ce qu'on fait et qu'on veut être bien, c'est comme les compétiteurs, ils sont jamais satisfaits de ce qu'ils font. Ça fait partie du truc. Et on n'entend jamais les gens disent oh, j'ai fait un truc parfait. Non, les gens disent ah oui, oui d'accord, ce que j'ai fait. Même s'ils ont la médaille d'or, par exemple, ils disent ah oui, mais je sais que par exemple à tel moment, je me suis rattrapé parce que là j'étais mal parti, etc. Il y a toujours ce côté perfectionniste de tous les compétiteurs. C'est normal, ça, c'est dans leur ADN. Je suis un peu aussi un compétiteur, mais j'aime la compétition sympathique. Voilà. J'aime donner du bonheur aux gens, c'est vrai. J'aime donner de l'énergie aux gens. C'est ça qui fait que je reste relativement jeune pour mon âge. Ça m'aide. Donc ça fait partie de moi, ça. Mais je suis content de pouvoir donner du bonheur aux gens. J'ai quand même chanté à un moment donné. Et ça aussi, ça me manque. Il faudrait que je reprenne des cours de chant. Déjà, ça me ferait travailler ma respiration, ça me ferait beaucoup de bien. Et puis les cours de chant. Mon rêve, c'était quand même de faire quelque chose dans la musique. Et quand je me suis inscrit au chœur symphonique, j'étais quand même un chanteur amateur. Donc j'ai pris des cours de chant pour travailler ma technique. Et puis j'ai aussi accepté de devenir chef de pupitre. C'est-à-dire que je faisais travailler les copains. Donc ça voulait dire qu'il fallait que je connaisse ma partition, que je sache faire les harmonies, les mélodies, et puis travailler en rythme. Et puis aussi que je corrige tous les problèmes qu'il y avait. Parce qu'il y en avait des problèmes. Le chœur était très, très disparate. Donc il y avait des gens qui avaient un bon niveau, d'autres qui étaient vraiment au ras des pâquerettes, à qui il fallait qu'on mâche tout, et qui faisaient perdre du temps aux autres. Il fallait que j'arrive à composer avec tout ça. Et on a eu l'occasion de monter sur scène, on a eu l'occasion de faire... Le plus beau truc, c'est quand même... les deux trucs qui m'ont le plus marqué, ça a été la scène de Forest National à Bruxelles pour la fondation du roi Baudouin. On a chanté des musiques de films de Goran Bregovic. Et puis le fameux concert au Châtelet, on a chanté la Délation de Faust de Berlioz. On était sur scène. Waouh. Et c'était quand même 2h15 sur scène avec un entracte quand même entre les deux. C'est vrai que c'était quand même quelque chose. J'étais en plus au premier rang sur scène. On ne pouvait pas te louper, quoi. Donc, on peut pas le louper. Donc là, si tu ratais, tu foirais, tout le monde voyait. Puis on a eu l'occasion aussi de passer à la télévision, notamment avec Pascal Sevran, parce qu'on avait fait un disque avec un groupe folklorique qui s'appelle Los Calchakis, et on avait fait une nouvelle version de la Missa Criolla. Et au départ, Pascal Sevran ne voulait pas qu'on passe. Alors les Calchakis ont dit, bah oui, mais si le chœur n'est pas là, ça ne va pas, parce que comme le disque, c'est marqué Missa Criolla, nouvelle version, il faut quand même que le chœur soit là. Alors il a tiqué, il a accepté quand même, parce qu'il ne voulait pas de chœur normalement dans son émission. Bon. Finalement, on ne l'a pas vu, parce que son émission, c'était du saucissonnage. Hein. Donc, on aurait cru qu'il était sur place et puis qu'il faisait l'inviter les gens. En fait, il enregistrait les artistes, et puis lui, il s'enregistrait à part. Bon, pas grave. Soi-disant qu'il nous présente en disant que... il fait des gestes comme ça, en disant... On est en train de placer des choristes comme ça sur le plateau, comme s'ils mettaient des petits soldats de plomb déjà. Quand j'ai vu l'émission, qu'est-ce que j'ai rigolé. Et après, on chantait en playback avec les Calchakis. Et après, il reprend la main. Et alors là, comme par hasard, alors qu'il ne voulait pas de nous au départ, là, il nous félicite. Puis alors, là, j'ai hurlé de rire parce que c'est bien d'avoir comme ça un chœur philharmonique. Alors là, j'ai hurlé de rire. Et comme c'était une copine qui m'avait enregistré, elle m'a dit tiens, je vais t'inviter chez moi pour qu'on regarde ensemble. On se l'est passé au moins 10 fois en boucle, tellement on a rigolé, quoi. Le chœur philharmonique, non mais ça, c'était trop, quoi. C'était du Pascal Sevran. Hein. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler, quoi. Mais non, par contre, on l'a jamais vu, lui. C'est ça qui est rigolo. Mais bon. Vous l'avez jamais vu? Non. Donc, c'était du saucissonnage. Il enregistrait les gens, il s'enregistrait lui, et puis il montait tout ça comme s'il présentait une émission. Bon. Comme si vous connaissez. Voilà. Non, c'était un style. Ça, je ne critique pas la manière, mais c'est la façon dont... il ne voulait pas de nous au départ, puis après, il nous faisait de la pub. Bon. Voilà. Des années après, tu t'en rappelles, t'avais quel âge? Oh, c'est pas si vieux, ça. C'était quand même en... Quelle année? 98, 99, je ne sais plus. Bon, c'était quand même assez récent. Mais c'est vrai que c'était... Oui, ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans quand même, oui. Pour moi, c'est comme si c'était hier. Oui, mais il faut dire que tout ça, c'était des choses incroyables. On passait des heures et des heures à répéter. Des fois, il y avait des problèmes. Des fois,
Les gens voient toujours le produit fini. C'est comme pour les artistes ou pour les sportifs. Les gens voient le produit fini, mais ils ne voient pas tous les heures de Travail répétition, l'entraînement, tout ce qu'il y a derrière et tout ce que ça. Et en même- Le nombre de fois on rate les choses et puis on finit par les réussir. Bah, comme les patineurs, par exemple, qui passent des fois des heures et des heures à rater un saut, puis qui, finalement, quand ils commencent à le réussir, ils sont enfin prêts pour la compétition. Et ils se disent, est-ce que ça va passer ce coup-ci? Puis des fois, ça passe pas parce qu'il y a le trac. Puis des fois, ça passe bien parce qu'à force d'avoir répété, le geste devient automatique. Tu regardes les jeux de Milan-Cortina. Ah oui. Bah oui. Enfin, sauf à ce moment. Parce qu'on est Bah oui, parce ensemble. que là, on est en train de... Mais c'est bon, je regarderai le biathlon en Le différé. replay, Parce que, voilà. ouais, parce que franchement, j'adore ça. Quoi. J'adore tous ces gens qui se. Il y a un truc qui m'a fait un peu tiquer, c'est que en parlant de tous ces athlètes qui ont réussi et qui ont eu des problèmes, comme Julia Simon, comme Guillaume Cizeron, etc., il y a un journaliste qui a dit, avec tous les problèmes qu'ils ont eus, ils ont réussi quand même, donc ils sont faits d'un autre métal. C'est pas tout à fait vrai. Ils sont devenus d'un autre métal. C'est pas la même chose. On n'est pas exceptionnel. On le devient. C'est un travail sur soi. C'est Absolument. ça. C'est pour ça que ces gens-là sont exceptionnels. Absolument. Ils ont appris à se blinder, ils ont appris à maîtriser. C'est comme tous les acteurs, ils ont tous le trac, mais ils apprennent à le maîtriser. Les chanteurs aussi ont le trac, ils apprennent à le maîtriser. Donc c'est tout un travail sur soi. Travail pour la compétition, travail pour les loisirs, travail pour le business aussi, apprendre à maîtriser ses émotions. Les émotions, en fait, on ne les guide pas. Les émotions, c'est quelque chose de naturel. Mais par contre, on peut choisir l'émotion dans laquelle on se trouve. Quand on est dans une mauvaise émotion, il faut comprendre, analyser le signal et chercher tout de suite le moyen de switcher dans une émotion qui va nous faire passer, malgré tout, en évitant l'obstacle. L'exemple que je prends toujours... Éviter, sauter par-dessus, contourner. Voilà. L'exemple que je prends toujours, et pourtant c'est pas quelqu'un qui connaissait le développement personnel à l'époque, mais qui a très bien écrit ça, c'est dans le premier de Cordée, c'est un roman de Roger Frison-Roche. Mhm. Il y a un héros qui s'appelle Pierre Servétaz et qui se fracasse. Il ne sait pas s'il va remarcher, il passe des mois à l'hôpital, et quand il commence à remarcher, il veut reprendre son métier de guide. Et le médecin lui dit, attention, vous êtes sujet à des vertiges. Donc il a pensé que c'était juste du sabotage, que vous ne voulez pas l'aider, etc. Malheureusement, quand il se retrouve face à sa paroi, il est sujet à des vertiges. Et il sait que s'il veut être prêt pour reprendre son métier de guide, il faut qu'il repasse une évaluation. Donc il va falloir qu'il non seulement il passe au-dessus de sa trouille, mais qu'en plus il passe au-dessus de son vertige. Il ne sait pas comment il va faire. Donc il commence à faire son escalade, le vertige le prend, la trouille est là, il fait quoi? Il fait appel à son mental pour se raisonner. Ça ne va pas. Parce que l'émotion est trop forte, elle est plus forte que le mental. Et il n'a pas les moyens, avec son mental, de changer l'émotion. Par contre, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, en fait, c'est la peur. Et la peur, c'est un signal de danger. C'est-à-dire que il a peur de se fracasser, il a peur de ne pas assurer. Donc, il faut qu'il aille au-delà de sa peur. Il faut qu'il se rassure de nouveau. Et là, instinctivement, il fait appel à une autre émotion. Et cette émotion, ça s'appelle la créativité. La créativité, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, invente-toi un client. Fais comme si tu étais un client imaginaire. Fais comme si tu parlais à un client. Tu es en train d'escalader, tu accompagnes un client comme tu fais d'habitude. Et donc, il se parle à son client imaginaire. Ah, attention, mettez votre pied là. Alors là, vous voyez, passez plutôt à gauche qu'à droite, etc. Et là, la peur disparaît. Il n'a pas... C'est quoi le film? C'est pas un film, c'est un roman, le premier de Cordée. Le premier de Cordée. Il y a un téléfilm qui a été fait. Le premier de Cordée qui te dit invente-toi un client imaginaire. C'est ce qu'il a inventé. La créativité est une émotion utile, une des 20 émotions utiles, qui lui a permis de passer au-delà de la peur. Avec la peur, il allait se fracasser. Il a switché dans une autre émotion qui lui a permis de passer quand même, la créativité. Voilà comment il a passé au-delà de sa peur. Ça fait partie des choses importantes. C'est des choses qu'on apprend à travailler. C'est pour ça que le développement personnel est très important. Contrairement à ce que certaines personnes disent, tout le monde en a besoin, à un moment donné ou à un autre, pour arriver à passer au-delà de ses émotions. On peut avoir de la peur. On peut avoir de la colère aussi. La colère, c'est deux choses, la colère. Soit l'envahissement de territoire, quand ça vient d'une autre personne, soit la puissance,
quand on est en colère contre soi parce qu'on n'a pas réussi quelque chose. C'est des choses qu'il faut comprendre. Comment je fais pour passer au-delà de ça? Et puis il y a la tristesse. La tristesse, c'est le manque. Le manque, c'est là qu'il faut faire appel à la gratitude. Il faut appel à j'apprécie ce que j'ai et je sais que je vais avoir plus. C'est tout un travail sur soi. C'est pour ça que le développement personnel est très important parce que là, vraiment, on passe d'un état où on ne maîtrise plus rien à quelque chose où on reprend sa course en avant. Et là, le mental dit, bon ben voilà, je suis OK parce que émotionnellement, j'ai repris les choses. Et le spirituel est important aussi parce que c'est l'énergie XXL. Bien sûr. C'est un peu comme quand on est passé des gros systèmes en informatique à des petits systèmes connectés à des réseaux planétaires. C'est exactement pareil. Mhm. Dès qu'on passe, on sort de son petit réseau à soi et on se connecte à un réseau énorme. Et c'est exactement ce qui se passe avec le côté spirituel. C'est pour ça que j'appelle ça le pouvoir des trois. L'émotionnel, le spirituel et le mental. Le mental, il existe aussi. C'est le calcul, c'est l'analyse, c'est la synthèse, c'est l'organisation. Tout ça, c'est important. Mais il faut aussi avoir... C'est uniquement les choses qu'on peut maîtriser tout seul. Mais l'émotionnel, il faut apprendre à l'apprivoiser. Le spirituel, il faut apprendre à s'y connecter. Et tout ça, c'est le pouvoir des trois qui fait la différence. Si on a le pouvoir des trois, on peut créer plein de choses dans sa vie. Énormément de choses. Et bien, sur ce, on va tout faire pour avoir le pouvoir des trois. Ah oui, Le spirituel, l'émotionnel et le mental. voilà. Et j'ai bien pris note, en tout cas, c'était un super plaisir de te recevoir, Pierre. Toujours plaisir de venir. Pierre Perrin, donc investisseur, entrepreneur. Et puis, on fera plusieurs conversations, mais avec plein de gens de clichés entreprendre, de tous ces réseaux. Ah oui, bien sûr. Et, Tous ces réseaux. et aujourd'hui, voilà, moi, je suis plutôt maintenant dans une dynamique où, à part les sujets sensibles, évidemment, et encore quoique, ça dépend desquels, vraiment partager. Être dans le building public, de construire en public, parce que le temps, c'est de l'argent, et parce qu'il faut... Et je pense que les problèmes qu'on a sont les problèmes de beaucoup d'autres aussi, en pire, en différent, en mieux. Et puis si les autres, partagez-nous aussi vos problèmes, vos solutions. Si vous aussi, vous avez des suggestions, même d'interviews, des idées de concepts, envoyez-les à rudy.casby@yahoo.fr, RUDY, je mettrai ça dans le descriptif. En tout cas, voilà, c'était un énorme plaisir, Pierre Perrin, de te recevoir ici et dans un super cadre. Et puis, Magnifique. et puis on compte sur toi pour amener plein d'invités, Ah oui, bien sûr. plein de vidéos, Ah oui. plein d'abris, Bah oui. plein d'argent, Oui, bien plein sûr. de bonheur, Ah oui. Ah beaucoup oui, de hein. bonheur. Ah bah oui. Hein. Et ben voilà. Merci à vous en tout cas. À bientôt.